programme de 36 milliards de dollars américains, le gouvernement Samalou Kondé, qui s'est vu remanié, a plusieurs priorités pour répondre aux desiderata des Congolais. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, est revenu sur cette question. Vous l'entendrez dans ce journal-là. Mesdames et messieurs, c'est le principal titre au sommaire de ce journal. À toutes et à tous, soyez le bienvenu. Commençons ce journal avec cette information en bref. Dans le Haut-Katanga, le début du procès des assassins des 8 jeunes de l'ENAFEC est fixé pour ce vendredi 7 avril. Les audiences seront ouvertes au public, renseigne-t-on du côté des officiels de la province. Géopolice sera là pour vous informer de ce procès. Lors du briefing hebdomadaire de ce lundi 4 avril, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a annoncé à la presse les différentes priorités assignées au nouveau gouvernement Sama II lors de la première réunion du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État ce vendredi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez cet extrait choisi par Blessed Kouzola. Et qui l'ont quitté, vous savez, la République fonctionne aussi de cette manière-là. Le président de la République a tenu à nous rappeler les missions qui sont les nôtres dans le contexte politique actuel. D'abord, c'est le retour de la paix et de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. C'est des efforts continus pour la maîtrise du cadre macroéconomique, particulièrement la situation du franc congolais. Et donc, de ce point de vue, des orientations précises ont été données aux ministres qui sont dans les secteurs de l'ECOFIN, qui seront dirigés par le vice-premier ministre Vital Kamerhe, pour que tout soit mis en œuvre pour préserver la stabilité du franc congolais. Mais les autres priorités, c'est aussi la tenue des élections. Vous savez que c'est un engagement que nous avons pris et sur lequel le gouvernement travaille en étroite collaboration avec la Commission électorale nationale indépendante. On a parlé des sports parce qu'il est aussi nécessaire de regarder comment nous reconnaissons la place des jeunes, comment on les encadre. Tous ces points ont été abordés par les présidents de la République, qui nous a rappelé et qui nous a appelés à l'observance stricte des principes directeurs qui doivent conduire chaque membre du gouvernement, à savoir la solidarité gouvernementale, le respect des secrets des délibérés, la subordination hiérarchique et la collégialité. Voilà, autre chose dans ce journal. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a accordé ce lundi 3 mars une audience à l'inspecteur général des finances, chef de service, Jules Alinguete. Au menu de cette entrevue, la sollicitation de l'implication et de l'accompagnement de l'IGF dans le contrôle de la structure des prix des biens et services sur le marché pour appliquer le juste prix. Enoch Issei. L'inspection générale des finances est disposée à accompagner la direction de l'inspection économique, commerciale et industrielle du ministère de l'économie nationale dans le cadre du contrôle des prix des produits qui sont vendus sur l'étendue du territoire national. C'est une mission, un travail que nous avons déjà eu à faire par le passé, donc nous sommes disposés, à souligner Jules Alinguete, l'inspecteur général de finances, chef des services. Il s'observe une hausse continue de prix des biens sur le marché, plus que proportionnelle à la dépréciation du franc congolais, la monnaie nationale. La nouvelle équipe gouvernementale, toujours sous le pilotage de Samalou Kondé, a reçu mission du chef de l'État d'œuvrer pour l'amélioration du social des Congolais, ce qui implique forcément la maîtrise des prix des biens et services sur le marché en dénichant le réseau mafieux qui œuvre pour la spéculation et une hausse exagérée de prix. Dans cette perspective, l'IGF devrait associer à la direction en charge du contrôle économique pour l'accompagner dans cette mission. Bien plus, le ministère de l'économie veut l'accompagnement de l'inspection générale des finances pour lutter contre le coulage de recettes dans ses portefeuilles et permettre par ricochet l'accroissement de la mobilisation des recettes publiques. Nous sommes un instrument de travail aussi pour l'ensemble de l'exécutif. C'est tout à fait normal que nous puissions accompagner le ministère de l'économie nationale dans l'aboutissement de ses objectifs. Nous attendons de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'économie nationale, de booster l'économie de notre pays et que beaucoup de paramètres économiques soient désormais maîtrisés dans l'intérêt général de nos populations, a conclu l'inspecteur général de finances, chef de service.
Plus de 100 ans après le début son engagement pour la libération de l'homme noir, le combat de Simon Kimbangu est couronné d'une reconnaissance nationale. Vous le savez, le 6 avril de chaque année sera férié en RDC pour les adeptes du kimbanguisme. Cette reconnaissance est une victoire posthume du prophète qui avait connu une condamnation à mort, la prison, le bannissement, mais aussi la réhabilitation en 2011 et la reconnaissance nationale. Patrick Lunga. Il y a plus de 100 ans, le prophète Simon Kimbangu disait qu'il ne sera pas pierre sur pierre qui ne soit enlevé. Cette parole de l'évangile, l'un des fondements de son engagement, a fini par devenir le ferment du combat épousé par des milliers de personnes. Parallèlement, l'engagement du prophète lui avait valu d'être condamné à mort pour insurrection par une cour militaire coloniale au Congo belge qui interprétait son message comme un appel à l'insurrection, un appel au peuple colonisé à se défaire du joug de la colonisation et de la servitude. Sous la férule du pouvoir belge, le prophète qui reçut l'appel un certain 6 avril 1921 entra alors en cavale, échappant à ses persécuteurs en prononçant la peine de mort en octobre 1921, quelques mois seulement après le début d'une mission faite de prodiges. La peine fut commuée à la prison à perpétuité alors que le prophète n'avait que 34 ans. Il resta en prison pendant 30 ans jusqu'à son décès en 1951 à Lubumbashi, alors Elisabethville, âgé seulement de 64 ans. Malgré son emprisonnement, le combat de Simon Kimbangu ne s'était jamais estompé. Ses adeptes avaient réussi à implanter le combat sous l'angle spirituel à travers le Congo, alors que la Belgique les avait dispersés à travers le pays dans le seul but d'étouffer l'engagement du prophète. Le combat de Simon Kimbangu avait coûté la vie à des centaines de Congolais, mais malgré la persécution, les continuateurs de l'œuvre n'avaient pas courbé les chines, jusqu'à ce que la Belgique avait reconnu le kimbanguisme en 1959, un an avant l'indépendance. Le 3 octobre 2011, à Mbanzangungu, là où même il fut condamné 90 ans auparavant, le procès de Simon Kimbangu avait été révisité et un jugement avait effacé sa condamnation de 1921 et l'avait réhabilité en tant que libérateur de l'homme noir. Voilà, en rapport avec cette décision du chef de l'État de faire de la date du 6 avril une journée chômée et payée sur toute l'étendue de la République en reconnaissance du combat de Simon Kimbangu et aussi de la reconnaissance de la conscience africaine, les Congolais ont donné de la voix à ce sujet. Quelques Quinois rencontrés sur la ville de Kinshasa ont salué cette initiative du président de la République. Ils sont au micro de Patience Lokeke et Giscard Ntamba. Moi, enfin, je pense que je trouve ça bien. Je crois que je trouve que qu'on reconnaisse l'apport de Simon Kimbangu par rapport à la détermination des pays africains, enfin l'autodétermination des pays africains, me paraît une très bonne chose. Après, peut-être qu'on peut commencer à discuter s'il faut déclarer ça journée, enfin créer une journée fériée pour ça. Mais sinon, le fait que le président reconnaisse l'apport de Simon Kimbangu me semble être une très bonne chose. Non, c'est bien. Le président de la République reconnaît ce que Simon Kimbangu a fait pour ce pays. Simon Kimbangu a lutté pour ce pays. Nous tous nous connaissons comment il a été combattu par le blanc. Le blanc ne voulait pas qu'il puisse dire la vérité. Et on l'a combattu jusqu'à ce qu'il est mort. Et nous continuons toujours avec ce combat. S'il est reconnu aujourd'hui que cette journée soit fériée, c'est une bonne chose pour la mémoire de Simon Kimbangu. Enfin, l'on devait normalement aussi joindre à toutes ces commémoratives la mort de Simon Kimbangu. Parce qu'il fut héros parmi les héros que dans notre pays, nous ne sommes pas demeurés indifférents. Donc ce que le président de la République vient de faire à ce jour, signer l'ordonnance à pouvoir commémorer également la mort de Simon Kimbangu, est une inspiration dédiée. Voilà, mesdames et messieurs, on va maintenant vous proposer le dossier du jour. Le dossier du jour de ce mardi sur Géopolis Télévision s'intéresse à la question des combattants congolais vivant
En Europe, ces compatriotes qui se montrent de plus en plus hostiles aux autorités congolaises au regard de la situation socio-économique du pays. Dans leurs actions, ils en viennent même aux attaques physiques. Alors comment est né ce mouvement? Quelles sont les conséquences de ces actions et comment y mettre fin? Tentative des réponses dans ce dossier de la rédaction. Le mouvement dit des combattants vivant en Europe est né et a pris plus d'ampleur sous le régime de l'ancien président Joseph Kabila pendant les années allant de 2007 à 2009. Il s'agit des groupements des Congolais vivant en France, Belgique, Grande-Bretagne et d'autres pays qui sont soit opposants, soit indépendants, militant pour l'amélioration des vies des Congolais vivant au pays. L'ampleur de ce mouvement a déjà fait plusieurs victimes avec leur action radicale. D'abord, les acteurs politiques et personnalités proches du pouvoir qui se font même agresser physiquement ou presque, bien que le régime soit changé de Kabila fils à Tshisekedi fils. Nous n'avons pas besoin de ça. D'abord d'arriver là-bas. Est-ce qu'on sait qu'il y a une souffrance du peuple congolais? Oui, bien. Le débat sur ce phénomène a refait surface avec le cas de Christian Bossembe, président d'une institution d'appui à la démocratie en RDC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui a subi ce samedi 1er avril des agressions physiques atroces au point de susciter l'indignation de plus d'un. L'État congolais, pour ce cas de figure, veut s'assurer que la justice soit faite. C'est honteux d'attaquer un Congolais comme vous, autorité ou non. Comme si cela ne suffisait pas, on fait des vidéos comme des terroristes, publions des images avec des visages à découvert. J'ai pris langue avec Bossembe hier et aujourd'hui, il a porté plainte. Je l'ai dit, nous allons travailler avec des autorités françaises parce que nous les avons déjà saisis, ils sont au courant de la situation. Nous suivrons ces dossiers pour que ceux qui pensent braver l'État congolais et l'État français soient jugés comme exemple. On ne peut pas être d'accord sur le plan politique, mais on ne peut pas en arriver aux attaques physiques. Vous savez que la place de Paris est un lieu où les artistes congolais font leur rayonnement. Les Congolais jouaient toutes les grandes salles, Zénith, Olympia, Bercy. On les a toutes banalisées et notre musique était au top. Aujourd'hui, notre musique est en baisse parce qu'une fois qu'un artiste et musicien fait une demande, c'est un maire de ville qui sort le fameux risque de sécurité. Ce qui s'est fait là est une illustration pour suivre avec les autorités françaises, ces dossiers avec les autorités françaises afin que soient réglés ces problèmes d'insécurité sur leur territoire causés par les Congolais. Les problèmes de sécurité sur les territoires causés par des Congolais. Parlant des victimes, il y a aussi les artistes et musiciens qui vont totaliser plus de 10 ans sans pour autant jouer en Europe. Spécialement dans des grandes salles de la France, de la Belgique et au Royaume-Uni. Les combattants créent des conditions d'insécurité et sur tous les coups. Je ne condamne pas ce que fait le combattant. Chacun a sa manière de faire ou de voir les choses. Mais sauf qu'il n'y a pas plus congolais que les autres. Moi, je suis né et grandi à Kin. La solution à ce problème, selon plusieurs observateurs avertis, c'est d'abord briser cette incurie qui a fait que l'impunité a pris place dans ce pays d'accueil en ce qui concerne ce phénomène, mais aussi trouver un cadre de dialogue franc avec ces Congolais vivant à l'étranger, sans oublier l'implication des autorités aussi bien congolaises que des pays où le phénomène combattant bat son plein. Voilà, la transition est toute trouvée, on va parler du sport dans ce journal. Le ministre Kabulo Mwana Kabulo multiplie des réunions dans son cabinet de travail ce lundi 3 avril. Tour à tour, le secrétaire général au sport, les membres de la Fédération congolaise de football, les éliminatoires de la CAN 2023 et reprise du championnat national de la Ligue 1, mais aussi la Coupe du Congo était au menu de ces rencontres. Blessed Kouzola. Depuis la fin de l'année 2022, pour raison de moyens financiers, le championnat national d'élite de la République démocratique du Congo est l'une des priorités du nouveau ministre des Sports et Loisirs, Claude-François Kabulo Mwana Kabulo, nouvellement installé à son poste après la remise et reprise avec son prédécesseur Serge Konde Tshembo le week-end dernier. Le lundi 3 avril 2023, le nouveau patron du sport de la RDC a tenu sa première réunion avec le membre sortant et entrant de son ministère avant d'avoir un entretien avec le secrétaire général au sport, Bodi
Ilonga. Les ministres des Sports multiplient des contacts avec tous les acteurs clés du sport dans le but de trouver des solutions immédiates sur les questions qui préoccupent immédiatement son secteur. L'état délai des sports en RDC, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 ainsi que l'organisation de la Coupe du Congo étaient au centre des échanges avec le secrétaire général au sport. Il y a des actions qu'on doit poser, des actions à impact visible. Et le sport, vous le savez aussi, le sport c'est un domaine fédérateur. Et voilà, donc tout le monde, quand on parle de sport, donc c'est tout le monde qui est intéressé. Et voilà, donc. Plus tard, quelques membres du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association ont également été reçus pour aborder la question qui préoccupe le club congolais, celle liée à la reprise du championnat national. Au sortir de cet échange, le secrétaire général de la FECOF belge, Sito Atala, a révélé à la presse que les pistes de solutions pour reprendre ne serait-ce que la manche allée du championnat ont fait l'objet de ces face-à-face avec le nouveau ministre des Sports et Loisirs. Les solutions sont en train de se trouver de sorte que on ne puisse jouer ne fût-ce que la phase aller. Et d'ailleurs, son Excellence a promis que si au 31 mai, la Dinafoot ne sera pas en mesure de terminer tout le championnat, il est disposé à accorder une dérogation de sorte que le championnat aille jusqu'à la fin. Nous avons également parlé de la Coupe du Congo, dont la finale doit se jouer le 30 juin. Et il a promis l'accompagnement du gouvernement, tant pour la Dinafoot que pour la Coupe du Congo. Pour clôturer sa journée, François Kaboulo s'est entretenu avec quelques journalistes et patrons des médias afin de solliciter leur accompagnement durant son mandat car, pour lui, c'est une opportunité pour la presse sportive de prouver ce qu'elle vaut. Mesdames et messieurs, vous suivez la grande édition sur Géopolis Télévision. Maintenant, on va parler de l'actualité au-delà de nos frontières. L'actualité internationale nous emmène au Sénégal et au Niger qui ont respectivement bénéficié de 7,8 millions de dollars d'euros et de 24,4 millions d'euros. Ces accords de financement consentis avec la Banque ouest-africaine de développement BOAD visent à renforcer la sécurité alimentaire et à lutter contre la pauvreté, mais aussi favoriser l'augmentation des revenus des producteurs et productrices. Edouard Funda. Dans plusieurs zones au Sénégal et au Niger, les prévalences de la malnutrition aiguë restent alarmantes avec des valeurs dépassant le seuil élevé de 10% selon l'Organisation mondiale de la santé. Pour renforcer la résilience et l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, la Banque ouest-africaine de développement a octroyé respectivement aux deux nations des financements de 16,8 millions d'euros et de 24,8 millions d'euros. Avec pour initiative commune de réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie des communautés locales, le gouvernement nigérien et sénégalais prévoit respectivement l'aménagement de 1300 hectares de terres irriguées et de 300 hectares de terres hydro-agricoles, l'installation d'unités de transformation agro-silvo-pastorales et halieutiques. Au total, ce sont plus d'1 million de personnes qui bénéficieront directement de ce projet avec une augmentation des productions végétales, animales et halieutiques, respectivement de 270 000 tonnes, 155 250 tonnes et 36 000 tonnes. À titre de rappel, la stratégie régionale de la BOAD reste de contribuer à l'insécurité alimentaire, à la lutte contre la pauvreté et à l'augmentation des revenus des agriculteurs. Est-ce que la Chine, qui s'impose comme l'un des pays les plus industrialisés au monde et premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 15 ans, peut-elle inspirer le continent dans sa quête de développement industriel pour certains acteurs, la réponse semble être oui, entre guillemets, mais à condition d'améliorer le dialogue et le partenariat entre les entreprises chinoises et africaines pour un meilleur transfert de compétences et de technologies. Edouard Funda, une fois de plus. Depuis des décennies, la Chine réalise des infrastructures à tour de bras en Afrique. Selon les données du ministère chinois des Affaires étrangères, depuis le début du XXIe siècle, le pays d'Asie de l'Est a réalisé dans divers pays africains plus de 6 000 km de voies ferrées, 6 000 km de routes, près de 20 ports, plus de 80 grandes centrales électriques, 130 hôpitaux
et cliniques, 170 écoles, 45 stades et gymnases, 500 projets agricoles, entre autres. La voie chinoise pour l'industrialisation est souvent remise en question via l'absence supposée des transferts de technologies dans les projets de génie civil, informatique ou électronique réalisés en Afrique. Selon l'indice 2022 du rapport de l'industrialisation de l'Afrique de la Banque africaine de développement, l'Afrique du Nord fait figure des régions africaines plus industrialisées, suivies de l'Afrique australe qui regroupe plusieurs pays anglophones. L'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, qui regroupent les pays francophones du continent, précèdent dans le classement l'Afrique de l'Est qui occupe le dernier rang des pays industrialisés du continent. Qu'est-ce que la presse congolaise a proposé à ses lecteurs ce matin, mesdames et messieurs? Place est faite à la revue de presse. Madame, Monsieur, bienvenue à cette revue de presse des journaux parus ce mardi 4 avril 2023 dans la ville-province de Kinshasa. L'occupation des Bunagana par des troupes ougandaises et la tension au sein de l'Amouka, tels sont des scintillas CGR animés ce matin. Ouvrons la brèche avec Forum des As qui titre à sa machette « Prétendue interdiction d'accès aux forces armées de la RDC, des territoires libérés par le M23, Mouyaya, faux ». On est dans l'effectivité de l'application de mesures décidées par le chef d'État de la région. Dans sa réponse, le porte-parole du gouvernement congolais a insisté sur des engagements pris au niveau régional que chaque pays se devait de respecter. Sur le processus des forces régionales, évidemment par leur attitude, il y a des appréhensions à notre niveau. Mais ici, il y a des engagements qui ont été pris au niveau régional et que chaque pays doit assurer sa part de responsabilité. Je crois que toutes ces questions ont figuré dans l'agenda des discussions entre les deux chefs d'état-major généraux parce qu'il est question de dissiper toutes sortes de malentendus pour nous assurer que nous atteignions l'objectif principal, celui de combattre les ADF d'une part et celui d'assurer que l'Ouganda assure sa mission dans le cadre de la force régionale et le retour de la paix dans la partie est de la RDC, a déclaré Patrick Mouyaya. S'agissant du déploiement des forces régionales, Patrick Mouyaya fait remarquer qu'il y a beaucoup de manipulations, on parle même de la balkanisation. On ne s'arrête pas là, allant jusqu'à relayer les propos du M23 en disant que le FRDC serait interdite dans certains pans du territoire. C'est extrêmement grave, estime le ministre de la Communication et Médias, de relayer de tels propos qui peuvent conduire à des manifestations de colère de la population. Patrick Mouyaya a démontré plus tôt que nous sommes dans l'effectivité de l'application des mesures qui ont été décidées par les différents chefs d'État. Il est question que le M23 se retire et que progressivement, le FRDC reprenne de l'espace, poursuit l'auteur de l'article. À l'avenir de souligner, Patrick Mouyaya martèle, le FRDC ne sont pas interdites à Bunagana. Selon les quotidiens, au cours de ces face-à-face avec la presse, le ministre de la Communication et Médias a été plus que ferme. Personne n'a interdit au FRDC de se déployer à Bunagana. Patrick Mouyaya réagissait à une information éparpillée dans les réseaux sociaux, selon laquelle le M23 ne tolérera pas le déploiement des FRDC dans les espaces d'où il va se retirer. La force régionale est en appui aux forces armées de la RDC et toutes ces troupes qui sont actuellement sur le sol congolais, ils sont sur invitation du gouvernement congolais dans l'objectif de travailler pour le retour de la paix. Les journaux parus ce mardi ont également été consacrés à la tension qui s'observe dans l'Amouka. Le tabloïd La Prospérité note, après les départs d'Mboussa, Matungulu Mbemba et Katumbi, l'Amouka, Fayulu et Muzito à couteau tiré. Dans un communiqué daté de vendredi 31 mars dernier, et signé par Martin Fayulu, l'Amouka dit être surpris de constater l'existence d'une prétendue commission électorale et de lutte contre la fraude électorale qui a confectionné et publié sur les réseaux sociaux un tableau comparatif des centres d'identification avec nombre d'enrôlés et des sièges de 2017 et 2022. Pour l'opposant Martin Fayulu, ces documents non signés seraient l'œuvre de certains cadres de partis politiques. Nouvel Élan, dont Adolphe Muzito est l'autorité morale, écrit le journal. À l'auteur de l'article de renchérir les idées de Martin Fayulu et le nouvel élan d'Adolphe Muzito, les deux leaders qui se revendiquent encore de l'Amouka ne se mettent pas d'accord sur les objectifs de cette plateforme. Le premier considère que la coalition s'est muée en plateforme politique dès avril 2019, au moment où le second affirme que ce n'est à ce stade qu'une force de revendication, un espace de résistance, et que la question des alliances électorales ne viendra que plus tard. Vous étiez nombreux à suivre cette revue de presse. Nous vous fixons rendez-vous à la prochaine. Voilà, c'est
de presse avec Enoch ICI. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi, mais ne nous quittez pas, restez branchés sur le programme des Géopolis. Tout à l'heure, à 21h, vous allez suivre votre émission Chemin Critique avec Willy Kalingai. L'émission va aborder le combat de Simon Kimbangu. Au revoir.